Jean Etchinski, l'homme par qui tout arrive, et en particulier notre journée d'aujourd'hui. C'est lui le déclencheur, peut-être involontaire, il ne se rend pas compte de toutes les conséquences que cela va entraîner. Jean Etchinski est, comme moi, un ancien conseiller municipal du bassin d'Aubracy, dont vous se sont déjà rencontrés à l'époque de l'affaire des 15%, n'est-ce pas, pendant la guerre, les Polonais, on leur retirait 15% de leur traitement, qu'ils refusaient de se faire naturaliser Deutschpolen, n'est-ce pas, ce qui était le cas évidemment de l'écrasante majorité des gens. Il y a même, comme mon grand-père, des personnes à qui on l'a fait un peu malgré eux, sous prétexte qu'ils avaient un nom à consonance germanique. Mon grand-père maternel, c'était Weider, comme vous voulez. Donc, on lui a proposé, il a fallu qu'il aille à Thann pour protester. Il est allé dire qu'il voulait qu'on continue à lui enlever les 15% et que de leur Deutschpolen, il n'en voulait pas. Évidemment, à l'époque, ça pouvait être pris comme une sacrée insolence et éventuellement, ça va finir à chez au camp, n'est-ce pas? Alors, voilà. Jean Etchinski, c'est lui qui prend l'initiative aujourd'hui de commencer la muséification polonaise à l'écomusée par le dépôt du drapeau de Oświata-Wittenheim, association l'une des plus anciennes du bassin d'Aubracy, puisque son drapeau est déjà de début 24. J'ai eu l'occasion de le vérifier tout à l'heure. Et il a eu une carrière au mines, il ne tient pas à en parler beaucoup. Aujourd'hui, on va surtout se focaliser d'abord sur comment en est-on venu à ce dépôt de drapeau que tu vas animer cet après-midi. Tu veux nous raconter? Oui, d'accord. Bon, d'abord, je n'ai aucun mérite, je vous dis tout de suite, comme dit Francis, je suis à la tête de toute cette manifestation, alors pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que pourquoi est-ce que j'ai déposé le drapeau Oświata à l'écomusée? Tout d'abord parce que, pour la simple raison que je travaille ici. Ça fait plus de 15 ans que je travaille ici comme bénévole. Ensuite, je suis sûr que ce drapeau sera dans de bonnes mains, sera bien conservé, très soigneusement. Et seulement pour vous dire que déjà c'était sérieusement, puisqu'il a été inventorié. Il porte un numéro. J'ai ici, que je vais te remettre tout à l'heure, un exemplaire. J'ai ici une convention de don. Il porte le numéro 7703. Donc, à l'écomusée, il y a déjà eu 7703 dons de fait avant que paraît ce drapeau. Alors, il y a une annotation que j'ai demandé à Protocole de mettre, c'est que, bon, il y a plusieurs articles, je ne vais pas lire tous les tous. Alors, l'article 3, je vais le lire. Restant propriétaire de la pièce désignée ci-dessous, l'écomusée d'Alsace s'engage néanmoins à mettre à la disposition de cette pièce auprès de toute institution ou autre structure associative qui souhaiterait le présenter au public. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce drapeau, à n'importe quel moment, s'il y a une association polonaise qui désirerait l'exposer, elle a le droit. Bon, le transport, tout ça, c'est à la charge de la personne qui désire l'exposer. Alors, ce qu'il y a, c'est que le but de la conservation à l'écomusée n'est pas d'écumer, d'accaparer les biens des associations polonaises, loin de là, c'est l'idée, mais de déposer ici seulement des objets, notamment un drapeau comme ça, des associations qui ont disparu, parce que en même temps, il y en avait beaucoup, et beaucoup ont disparu. Donc, et puis surtout aussi de faire savoir aux personnes qui possèdent des objets souvenirs des associations, au lieu de les jeter, de les amener ici, et là, ils sont comme ce drapeau à l'entrée. Bien sûr, il est évident que les associations polonaises du bassin Potassier qui possèdent des souvenirs propres à leur association, évidemment, qu'ils les gardent le plus longtemps possible.
Alors, cet après-midi, moi si je m'avais dit que je devais dire là quelques minutes. Cet après-midi, le drapeau Oshpiata sera remis officiellement avec au musée. Moi, je vous dirais, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Grotbol. Il voulait absolument toucher la communauté polonaise du bassin Potassique, et puis il voulait faire une sorte de fête, une sorte de dépôt officiel. Alors là, j'ai apporté quelques présidents historiques du concernant, parce que c'est quand même intéressant de savoir combien de temps il a, par quels moyens il a été fait, etc. Alors, d'ailleurs, c'est la même chose que je vais dire cet après-midi. On m'a demandé de faire ça. Alors, je vais faire quelques minutes. Alors, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on m'a remis ce drapeau, en soie et coton, frangé de dorure, il était encore enrôlé et placé dans un courant en tissu. Une fois déployé, il a paru magnifique, mais légèrement abîmé, lacéré par le vent. Le dernier membre, M. François Djubalski, qu'il avait soigneusement conservé, décéda en 1991. Il exerça longtemps la fonction de porte-drapeau de l'association Oshpiata. C'est le dernier membre, il n'y en avait plus après. Cette association, dont le siège longtemps établi dans la cité Mia Fernana, regroupait les Polonais qui partageaient le même goût des livres, du théâtre et de la musique. Les membres groupés autour de cette bannière espéraient un jour retourner dans leur pays avec des économies bien gagnées aux NDPA. Mais la guerre en a décidé autrement et leur a enlevé tout espoir de retour. En 1939, les Polonais étaient une fois de plus martyrisés par les barbares. À chaque fois que l'âme polonaise se trouvait dans une situation tragique, il entonnait son hymne paternel, la Pologne n'est pas encore perdue, en polonais, on le sait, il faut rappeler que la première émigration polonaise dans le bassin potassique avait eu lieu au début du XXe siècle, du temps où Bismarck menait sous le fameux nom Kulturkampf une campagne acharnée nationaliste en Pologne, mais aussi chez nous en Alsace, en Alsace-Lorraine, puisque au milieu du XIXe siècle, tout le monde sait que la Pologne a été partagée en trois, occupée par trois pays, c'est-à-dire la Russie, l'Autriche et puis la Russie. Alors là, beaucoup de personnes très éprouvées seront expulsées. C'est ainsi que les Polonais et les Polonaises se dirigeaient vers la région mulhousienne. Les hommes creusaient puis NDPA, dont un certain M. Ignatchak, j'ai cité depuis longtemps, la cité Fernana, et les filles pouvaient travailler dans le textile. Pour une figure, ces jeunes filles étaient encadrées par des sœurs catholiques venues spécialement de Pologne. Avait signalé le journal L'Express de Jour le 17 décembre 1911. Lorsque je parle de jeunes filles, c'était des filles de 14 ans. Et toutes jeunes, ce n'étaient pas des hommes qui avaient 25-26 ans, c'était des toutes jeunes. Dès lors, il s'est formé autour de cette communauté un groupement catholique encadré par un curé polonais. Ils furent en quelque sorte les précurseurs d'Oshpiata, de l'association Oshpiata. C'est d'ailleurs le départ de Oshpiata, c'était à cette époque-là, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas? Bon, comme c'était des étrangers, le statut n'existait pas en ce temps-là. Du temps parce que nous étions prussiens, nous étions du temps du Reichsland. Donc les Polonais n'avaient pas le droit de faire un statut et puis de créer une. C'est-à-dire l'association existait, mais à Londres. La plupart de ces ouvrières et ouvriers polonais n'avaient aucune difficulté à communiquer avec les Alsaciens car ils maîtrisaient assez bien la langue allemande, mais pas la langue française, malheureusement. En tout cas, la France a toujours été le pays le plus préféré des Polonais. Les livres d'histoire nous le confirment. Cette sympathie envers la France en tant qu'émigré a connu des précédents du temps des nazis, comme vous l'avez bien dit, madame. A commencé par ce drapeau qui a vécu maintes péripéties. À cette époque, les nazis confisquaient tous les antennes pour les brûler. En effet, les drapeaux polonais du bassin potassique ont été saisis et détruits. Mais celui d'Oshpiata a échappé aux mains des nazis grâce à Félix Ignatchak qui le cacha au grenier. C'est son fils qui m'a raconté ça. Et comme les autorités allemandes s'acharnaient à le trouver, parce qu'ils le savaient, M. Ignatchak a remis à M. Lorenz, instituteur polonais, que Mme Kulibert la connaît bien,
qu'il la cacha chez ses beaux-parents à Crute. Cet acte courageux de résistance passive était très risqué car pareil cheval le conduisait immédiatement ou en concentration, ça c'est logique. Soulignons que Félix Ignatieff était membre fondateur et président de l'association Oświata. Il était avec M. Dowiat parmi les premiers Polonais à créer une association dans le bassin Potassique. On a vite compris que cette association était la base de toute la communauté polonaise, avec ses statuts et sa bannière, avec ses fêtes religieuses et culturelles, mais aussi avec ses œuvres de charité et de fraternité. Cette congrégation embrasse la famille polonaise tout entière, notamment pour le nouvel émigré. C'est un avantage inespéré que d'adhérer à l'association. Lui, qui n'arrivait pas encore à maîtriser les difficultés de la bureaucratie française, les problèmes administratifs et sociaux. Ainsi, des membres éclairés d'Oświata lui venaient en aide et le conseillaient. Les membres étaient à tour de rôle chargés de la visite des malades et des accidentés du travail. Des cadeaux entretenaient l'amitié et l'esprit de fidélité. C'est ainsi que cette association suscita de magnifiques dévouements au sein de la classe ouvrière polonaise du bassin Potassique. Le drapeau, dans sa conception, est en sorte un signe de ralliement où l'on découvre deux légendes attribuées au seul Polonais et qui méritaient de compter. Sur une face du drapeau, on reconnaît la vénérable Vierge de Częstochowa. Une devise brodée sur le tissu rappelle le symbole de la spiritualité du patrimoine, du patriotisme polonais. Depuis le milieu du XVIIe siècle, elle dit « Reine de la couronne de Pologne, priez pour nous ». Mais ici, seul le côté artistique nous intéresse car l'image est remarquable. Le dessinateur, tout comme les mains agiles des brodeuses, ont déployé toute une science et leur habileté dans l'exécution de cette œuvre. Selon les rumeurs, le drapeau aurait été confectionné en Pologne. Ça, c'est à vérifier. Une création magistrale où la Vierge et l'enfant rayonnent et sont expressément offerts à l'adoration des fidèles. En effet, le visage, outre raffiné, nous rappelle les icônes du XVIIIe siècle. L'autre face du drapeau montre un magnifique aigle blanc couronné par une colonne pacifique. En rouge, on y a brodé l'épigraphe suivant. Association polonaise Oświata de Wittenheim, créée le 17 novembre 1924, ce que tu viens de voir tout à l'heure. Oświata veut dire l'esprit des Lumières. Lors de son inauguration en 1925, en présence de M. Mourelet, chef d'établissement MDPA, la bannière reçut une consécration religieuse pour une cérémonie de bénédiction. Chaque occasion était bonne pour montrer le drapeau. Il a été exposé en Pologne, à Besançon, à Paris et dans beaucoup de localités alsaciennes. Il partageait surtout le cœur des églises lors de grandes cérémonies. Avant chaque fête, le porteur mettait les dernières touches au drapeau et regardait ensuite les autres bannières et regagnait ensuite les autres bannières polonaises pour ensemble se disposer en même cercle. La plupart du temps, il était entouré de jeunes gens en costume folklorique. Par ailleurs, à chaque obsèque de l'un de ces moments, le porte-drapeau marchait en tête du cortège, fier à l'esprit de sa fonction. Tel est le spectacle auquel les Polonais sont habitués à voir pendant 3/4 de siècle. Les anciens mineurs polonais qui ne sont plus de ce monde seraient heureux, j'en suis sûr, de voir le drapeau ainsi remis à l'économie d'Alsace en raison de sa vétusté, et pour éviter de l'abîmer davantage, il a été décidé de ne plus l'exhiber en plein air, ce qui a été décidé là il y a pas longtemps. Enfin, saluons une dernière fois l'association Oświata, aujourd'hui disparue, et souhaitons aux prochaines générations de Polonais, émigrés et notamment aux plombiers, de garder encore longtemps en mémoire cette flamme de culture polonaise qui s'est éteinte. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Ça, c'est ce que je vais dire cet après-midi. Très rapidement. Il n'a échappé à personne que Jean Helsinki nous livre un véritable discours d'historien. Et je voudrais insister d'abord sur le fait qu'en effet, pour lui, l'histoire, la recherche historique est devenue un violon d'âne et qu'il a déjà à son actif un certain nombre de publications de tous ordres sur un certain nombre de sujets. Il va peut-être être difficile de faire la bibliographie aujourd'hui, surtout oralement sans papier, mais enfin, je voudrais en particulier insister sur le fait que les travaux
donc que je citais tout à l'heure de livres frais, doivent substantiellement au concours de Jean Etchinski, qui a réuni beaucoup de documentation et qui sait beaucoup de choses. Pour le prouver d'un mot encore, je lui demande, au titre des anecdotes, de nous parler d'un problème qui n'est pas très très clair en termes de quantification. Après-guerre, on a eu dans la communauté polonaise, à tort ou à raison, un certain nombre de gens qui sont partis. Oui, alors là, c'est triste, hein, je vous dis tout de suite. C'est terriblement triste. Les gens qui sont partis d'ici, ils pensent arriver dans un pays. Bon, ils sont partis pour reconstruire la Pologne, parce que la Pologne a été entièrement détruite, surtout Varsovie. Et puis certains, ils sont allés pour construire, reconstruire, et les autres sont allés travailler au fond. Ceux du bassin polatique, ils sont partis travailler au fond. Mais là où j'ai ressenti la plus grande injustice, c'est que donc en 1928, c'était là, lors du rapatriement des Polonais à partir de la gare du Nord, à Mulhouse, où quelques centaines se sont regroupés. En effet, de nombreuses familles devenues polonaises sont retournées en Pologne parce qu'on leur a promis pas mal d'avantages. Lorsque ces familles sont arrivés à la gare de Mulhouse, on les a entassés, on les a entassés dans des wagons à bestiaux. Ici la preuve. Dans des wagons à bestiaux du même modèle que ceux des nazis qui acheminaient les malheureux dans des camps de concentration. Alors, croyez-moi que ça m'a retourné l'antre, parce que ça, c'est des choses qui m'ont marqué. C'est incroyable. Bon, il y a d'autres choses qui m'ont marqué également. C'est commencer par là. Vous savez, comme je l'ai tout à l'heure, le Polonais qui était là, son objectif était de gagner beaucoup d'argent, avec cet argent acheter un bien en Pologne. Et ces économies, qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a placées à la banque jusqu'en 40. Ça va coûter des sous. Mais en effet, lors de la libération, ils ont chuté tout de cet argent. Ils n'avaient plus rien. Ils ne pouvaient rien faire. Il y a quelques Polonais qui étaient intelligents. Enfin, ils sont tous intelligents, par exemple. Ils sont malins. Prévoyants. Voilà, prévoyants, ça c'est le bon mot. Ils ont acheté alors une maison pour bien vivre. Alors, ceux qui ont acheté ça, évidemment, là, ils avaient fait quand même une. Donc ça, c'est un. Alors, pendant l'occupation allemande, il y a également une injustice qui s'est formée. Certains Polonais étaient obligés de travailler à la mine de Tübingen comme STO. Moi, j'insiste, c'était des STO. Les autorités françaises disent non, ce ne sont pas des STO. Et ils y allaient pour un salaire dérisoire. Le STO n'existait pas en Alsace, et pourtant si, car les Polonais n'étaient pas allemands, ni alsaciens. Par conséquent, pas annexés. Donc, l'Alsacien qui partait travailler en Allemagne, il était allemand, n'est-ce pas? Le Polonais, c'est pas le cas. Le Polonais était étranger. C'est pour ça que moi, je rappelle, malgré beaucoup de critiques de STO, d'ailleurs, j'ai marqué dans un livre. Comme l'a dit Francis, tous les gens qui payaient les fameux 15% de salaire qu'on retirait pour endresser les caisses du parti NSDAP, parti nazi. Alors, il y a aussi ce qui m'a beaucoup plu, justement, Mme Chebinski. On rappelle aussi, et cela paraît invraisemblable, que du temps des nazis, il s'est formé des réseaux de résistance polonais dans le bassin polatique. J'ai fait des études là-dessus avec Yves Frey, et puis avec Mme Ponty, Jeanne Ponty. Et on a trouvé des choses invraisemblables. Il y a eu, par exemple, à la Poudrière, à Michmuller, un réseau de résistance qui m'a été raconté par le directeur
directeur de cette usine qui fabriquait des obus. Alors, il y a eu du sabotage de fait là-dedans. Et là-dedans, il y a eu beaucoup de femmes polonaises. Les Alsaciennes n'avaient pas le droit d'y aller. C'était que des femmes. Autrement, il était obligé. Et ces femmes, il y avait des Russes là-dedans. Ces femmes, on leur a dit de saboter l'obus. Et d'ailleurs, ils se sont rendus compte, et grâce à ce directeur, n'est-ce pas, qui avait sa fonction comme tout PDG, hein. Il a quand même pu étouffer l'affaire, enfin bref, que c'est la Gestapo sont partis. À la mine Anna, par exemple, il y a eu une résistance également de Polonais qui étaient mêlés plus ou moins avec la CGT, syndicat CGT, et qui commettaient également des actes de sabotage et se procuraient pas des munitions, des explosifs. Le réseau d'Aviesta, vous en avez parlé, il est très connu. Hein. On a pris des témoignages là, de cette famille, de ceux qui vivent encore. Et puis là, tout de suite, toutes ces choses-là ne sont jamais arrivées sur l'oreille de l'administration française. Donc, finalement, après la guerre, les Malgrènes ou les autres victimes du nazisme ont pris des gens. Vous savez bien que c'est des choses comme ça. Alors que nos compatriotes, on les ignorait. Je ne vois aucune relation, il n'y a aucun quoi que ce soit de l'État français. Pourquoi? Parce que alors, heureusement, les années 80, puisque la Pologne, je suis économiquement fait entièrement abattue. À Kimsheim, une soixantaine de personnes se sont représentées en faveur des enfants de bonne, des enfants qui étaient dans un grand bain. Alors, je fais remarquer que la majorité des quêteurs étaient des Alsaciens. Plus de 60 000 francs ont été collectés et avec cet argent, on a acheté en gros des produits alimentaires et autres l'ont emmené place dans des camions à Pabianice. Voilà, ça c'est bon, moi j'ai emmené quelques photos pour vous prouver. Le voyage s'est fait en camion mis gratuitement à notre disposition. Alors comme quoi, hein, les Alsaciens sont très généreux et des bons amis. C'est ça que je dis. Bon, c'est Madame Versailles qui pourra le confirmer tout à l'heure, avec tous les plats voulus, je dirais à l'échelle énorme qui est la sienne. Voilà, en quelques mots, je peux encore dire quelque chose. Vous m'avez dit que je devais absolument faire ma bibliographie. Alors, je le dis très rapidement. Alors bon, moi je m'appelle Jean Czesinski. Hańczyński en polonais, on m'appelle Czesinski, c'est vrai. Alors moi je garde ce nom. Alors, fils d'émigrés, je suis un émigré de la seconde génération. Mon père est originaire de Woj, du Województwo łódzkie. Les Czesinski sont très nombreux dans les villes de Częstochowa, à Kielce et à Szczecin. En fait, ça, hein, ici, à Szczecin. Où se trouve un château qui appartenait autrefois aux Czesinski. Aujourd'hui encore, il porte le nom de château Czesinski, vous le verrez par vous-même, hein, je vais le montrer. Hein. C'est celui-ci. Et il est en pleine rénovation actuellement, pendant qu'on cherche des sous. Rassurez-vous, je n'ai pas chez vous. Alors, il est propriété de l'État, et le nom de Czesinski apparaît au XIIIe siècle. Mes parents ouvriers et pauvres, je vous dis tout de suite, hein, c'est extrêmement pauvres, les deux, sont venus dans le bassin potassique en 1921. Ils sont mariés et ont habité la cité Fernand à Kimsheim dès 1929. Ce qui me concerne, j'ai fait l'apprentissage à Polosheim et après le CAP, j'ai continué 2 ans dans les écoles techniques à Mulhouse comme dessinateur. Donc, voyez-vous, je n'ai pas une formation professionnelle telle que Francis Schulz. Ma fonction à NDPA était gestionnaire, je n'ai jamais travaillé au fond de la mine, et pourtant je l'aurais bien voulu, absolument. Hein. Certainement que je n'étais pas assez doué. Hein. Je m'adresse là à un chef Orion. Je travaillais à la direction générale, au centre et dans les établissements. Aussi, en tant que chef de section de la Croix-Rouge française, j'ai formé pendant 10 ans de nombreux secouristes diplômés d'État de différents établissements, notamment Peugeot. Alors, pour vous dire, environ un millier. Il y a 30 élèves du conseil municipal, il a dit, et à ce moment,
ma carrière d'historien a commencé. Au début, j'ai écrit des récits historiques publiés dans le bulletin municipal, comme d'habitude, faut qu'il me reçoive. Ensuite, j'ai écrit une vingtaine de récits et 5 livres d'histoire régionale, dont le dernier est consacré